Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence plénière. Je suis Florence Bouchot, je suis permacultrice client. Alors qu'est-ce que c'est que ce titre un peu bizarre? Eh bien en fait, figurez-vous que le concept de permaculture client, il est né ici même, sur cette scène, il y a un an, à l'occasion d'une table ronde sur la culture client animée par Thierry Spencer. Et en fait, Thierry me demandait à la fin si j'avais un conseil à donner pour faire grandir la culture client dans les entreprises. Et en fait, je lui ai répondu que finalement, développer la culture client, c'est un peu comme faire de la permaculture. Ça repose sur les 12 principes de la permaculture, comme par exemple observer et interagir, ce qui revient à faire un diagnostic, capter et stocker l'énergie, c'est un peu comme capter les besoins et les enjeux des collaborateurs pour pouvoir proposer des moyens durables pour satisfaire les clients. Voilà, donc il y a par exemple ne pas produire de déchets, c'est une façon d'utiliser les irritants pour transformer le pépin en pépite. Voilà, il y a d'autres principes. Et du coup, avec Thierry Spencer, on a défini la culture client comme l'art de concevoir au sein d'une organisation un écosystème respectueux de l'humain, le client, le collaborateur, en s'inspirant de l'écologie naturelle. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez retrouver ces 12 principes de la permaculture client dans un billet que nous avons coécrit il y a un an sur le blog Sens du client. Voilà. Alors, connaissant mon intérêt pour à la fois l'expérience client, l'environnement, la RSE, l'économie circulaire, eh bien, Thierry m'a proposé d'animer cette conférence plénière sur la thématique du coup de RSE, ESG, les éléments différenciants de l'expérience client. Et je l'en remercie. Alors, obligations réglementaires, impératifs de conformité, source de différenciation pour certains, pour d'autres. Voilà, la RSE met les entreprises au défi de la transparence et de l'action. Certaines entreprises ne voient pas le lien entre RSE et expérience client. Pour d'autres, c'est une évidence, c'est un réflexe, un incontournable, un prérequis, c'est capital. D'autres y voient une opportunité à plusieurs niveaux. Alors on peut se demander si une expérience fluide et émotionnelle suffit sans prendre en compte les critères RSE des clients. On peut se demander dans quelle mesure les clients sont prêts à choisir une marque pour ses valeurs et ses convictions. Et qu'en est-il pour les collaborateurs? Est-ce qu'ils sont prêts à rejoindre un employeur pour ses valeurs, pour ses engagements? Comment impulser cette dynamique au cœur des organisations? Alors nous allons tenter de répondre à toutes ces questions au cours de cette table ronde et vous découvrirez 3 profils d'entreprises engagées avec 3 approches complémentaires mais avec un point commun, c'est que la RSE fait vraiment partie de leur ADN. Et donc ces entreprises vont vous partager leurs pratiques, leurs actions pour permettre à leurs clients de consommer mieux, de façon plus responsable, tout en faisant du bien à leur porte-monnaie. Ça, c'est important. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène et sous vos applaudissements Jean-Jacques Benamou, qui est leader client et développement chez Truffaut, Delphine Audibert, qui est directrice digitale de Jacadi, et David Sutra, qui est vice-président et cofondateur de Day by Day. Alors vous pouvez poser toutes vos questions via SMS au numéro 06 44 64 37 39 et nous y répondrons à la fin de la conférence. Alors pour commencer, je vous propose de démarrer avec les présentations. Jean-Jacques Benamou, donc leader client et développement chez Truffaut. A priori, la salle connaît Truffaut. C'est quand même une entreprise qu'on a tous fréquentée pour acheter des plantes, du mobilier urbain, des outils et aussi des petits lapins trop mignons, comme me le disent mes enfants. Donc cette enseigne, elle existe depuis longtemps, depuis 200 ans. C'est une entreprise familiale. Je vous propose de vous présenter votre parcours et puis votre périmètre et puis de nous rafraîchir un petit peu la mémoire sur ce que vous faites.
Merci Florence. Donc Jean-Jacques Benamou, je suis leader client et développement donc chez Truffaut. Alors leader client et développement, ça veut dire quoi? En gros, j'ai la direction marketing, marketplace, et puis une double casquette autour du développement, de l'expansion immobilier de Truffaut. Donc bon, ça. C'est un peu double casquette. J'ai un peu moins de 30 ans dans le retail et plus particulièrement dans le groupe ADO, donc chez Leroy Merlin et Weldom, où j'ai eu des fonctions opérationnelles en magasin et puis des fonctions au siège où j'ai été directeur marketing de Weldom. Alors pour parler de Truffaut, alors oui, quand on est parisien, on connaît très très bien Truffaut. Quand on est lyonnais, on le connaît un peu moins. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit biais. Donc Truffaut, c'est 64 jardineries en France, autour de 3 univers. L'univers du jardin, l'univers de la maison, plus particulièrement la décoration, mais avec un esprit nature, et puis l'animalerie, vous en avez un petit peu parlé Florence, qui est notre troisième univers. C'est 2800 collaborateurs, donc c'est voilà, c'est plutôt pas mal, des collaborateurs engagés. Et puis un petit chiffre, c'est 8 ans d'ancienneté en moyenne. Donc il y a un vrai attachement à l'enseigne chez Truffaut. Et puis on est une entreprise Bicorp, mais je pense qu'on y reviendra. Et puis c'est notre bicentenaire, en effet. 200 ans, une entreprise familiale depuis toujours. Voilà. Merci Jean-Jacques. Delphine, alors vous êtes directrice digitale de Jacadi, c'est une marque de vêtements pour enfants. Pouvez-vous vous présenter et puis nous parler un petit peu de votre enseigne ? Bonjour à tous, donc je suis Delphine Audibert. J'ai en charge le digital, donc à la fois toute la partie e-commerce, web to store et digitalisation des points de vente. Donc voilà, je suis chez Jacadi depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et donc Jacadi, c'est effectivement une enseigne de vêtements pour enfants qui a été créée en 1976, dont la mission est de réenchanter et de transmettre partout dans le monde le patrimoine intemporel de la mode enfantine. Et donc, notre objectif et notre mission, c'est vraiment voilà, de promouvoir le chic à la française partout dans le monde pour les enfants. Donc nous avons maintenant une présence internationale assez importante puisqu'on est présent dans 40 pays dans le monde pour à peu près 300 boutiques. Voilà, et on fait partie du groupe ID Kids. Merci Delphine. Alors, je vais demander maintenant à David Sutra, vice-président et cofondateur de Day by Day, de se présenter et de nous parler de cette enseigne que vous connaissez peut-être moins. Je ne sais pas si dans la salle, vous connaissez Day by Day. Si vous pouvez lever la main. Donc, en fait, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce matin parce qu'en fait, moi, je suis une cliente heureuse et fidèle de Day by Day. J'ai découvert cette enseigne grâce à l'appli Phoenix, une appli anti-gaspillage. Et un jour, je suis allée chercher mon panier avec des produits qui étaient sur le point de se périmer. Et j'ai fait la découverte de votre magasin dans le 19e. Et voilà, je suis tellement heureuse de faire mes courses chez vous. C'est un vrai bonheur. Il y a de l'accueil, il y a du sourire, il y a plein de choses, il y a de la qualité de produits. Et surtout... pas d'emballage, pas de gaspillage. Et c'est pas très cher, donc ça fait du bien aussi à mes finances. Donc voilà, je vous laisse développer. Tout est dit, non? Bon, effectivement, merci beaucoup Florence. Et on est probablement le petit pousset face à mes deux glorieux collègues avec des enseignes qui effectivement sont un petit peu plus installées que la nôtre. Néanmoins, j'ai cofondé cette enseigne avec mon associé Didier Henretta en 2013 avec une intention claire. Donc quand on va parler de RSE, d'impact, etc., vous comprendrez que c'est dans notre ADN. Notre intention était de réduire le gaspillage alimentaire dans un premier temps, puis le gaspillage plus largement, et les déchets d'emballage. Donc nous avons créé une enseigne qui a pour vocation de vendre les produits du quotidien, alors une partie des produits du quotidien, pas tous, mais une grosse partie, en quantité à la demande sans emballage superflu. Ce qui nous a permis, avec un travail de fond d'ailleurs, de créer une définition ou d'obtenir une définition légale du mot vrac, qui n'existait pas en fait dans la loi jusqu'en 2020. Et nous sommes, je dirais, à l'origine d'un mouvement qui a été assez dynamique, qui a engendré beaucoup de petits magasins de vrac tout autour des nôtres. Donc aujourd'hui, c'est 45 magasins, principalement développés en franchise, présents dans quasiment toutes les
grosses métropoles françaises. On est également présent à Bruxelles. On a fait quelques tentatives hors territoire, y compris en Amérique du Nord, à Montréal. Ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. On reviendra tout à l'heure sur peut-être les défis auxquels le vrac et le bio doivent faire face en ce moment. Une enseigne qui se veut proche, donc plutôt urbaine, sur des magasins qui font environ 80 mètres carrés, dans lequel on va retrouver 1000 produits d'épicerie, de droguerie et d'hygiène principalement, avec un petit peu d'animalerie, c'est pas notre cœur de métier, et puis une extension d'offres progressive autour des fruits et légumes, un peu de crèmerie, plutôt en sourcing local, et là on va aller beaucoup plus sur des produits consignés. Donc notre métier s'élargit du vrac vers plus largement ce qu'on appelle le réemploi. Merci David. Alors Jean-Jacques, vous faites partie d'une enseigne proche de la nature, du vivant. Vous êtes une entreprise Bicorp, la première jardinerie en Europe, je crois. Et la RSE, elle fait vraiment partie de votre ADN pour le coup. Mais comment est intégrée concrètement cette dimension RSE dans un groupe comme le vôtre? Et comment vous êtes organisé, avec quelle gouvernance? Alors aujourd'hui, la RSE est hébergée au sein de la direction des ressources humaines et impact positif. Et c'est un choix important et fort. On aurait pu très bien l'héberger au sein de la com ou du marketing. Et on s'est dit que c'était à travers les hommes, les collaborateurs, que la RSE vivrait le mieux. Et donc, les RH qui sont vraiment en transversalité sur toutes les directions ont la RSE en leur sein. Mais pour autant, chaque direction a un ambassadeur RSE. Donc dans mon équipe, j'ai Julie qui est ambassadrice RSE et qui donc fait partie de tous les comités de pilotage autour de Bicorp, autour de la décarbonation. Et ça permet vraiment d'avoir une transversalité au sein de l'entreprise. Bon, vous l'avez dit, Florence, on est une entreprise qui est certifiée Bicorp depuis maintenant 2 ans. On est en train de travailler actuellement sur la recertification en 2025. C'est pas parce que vous l'êtes que vous le restez. C'est assez exigeant d'être certifié Bicorp. Aujourd'hui, Bicorp, c'est, je crois, un peu plus de 8000 entreprises dans 90 pays. On est en effet la seule jardinerie aujourd'hui en Europe. Et donc, concrètement, chez nous, chez Truffaut, ce qu'on souhaite, c'est être utile. Donc, être utile, bien sûr, à nos collaborateurs, pour leur bien-être, mais aussi par la diversité. Être utile à nos clients, à nos partenaires, à nos fournisseurs. Et donc, on essaye, par exemple, d'aller chercher plutôt des produits français, assez locaux. Alors, on n'est pas très très bon partout. Notre mobilier de jardin vient malheureusement encore d'Asie pour une bonne partie, mais on y travaille. Et puis, être utile, bien sûr, à nos clients et même les plus jeunes. La semaine dernière, c'était la semaine du jardinage. Et donc, on a accueilli des centaines de classes et on a formé 6000 élèves au jardinage dans nos magasins, justement pour essayer de les éduquer déjà au végétal et d'en faire, oui, on va dire des futurs clients, mais surtout qu'ils aient cette appétence au végétal. Vous parliez de Phoenix. Nous aussi, on essaye d'être anti-gaspi. Donc, on fait des paniers Phoenix. Je crois qu'on en fait plus de 50 000 à l'année. Donc, c'est plutôt pas mal. Les gens prennent des paniers avec des plantes qui sont pas mortes, mais qui, à la vente, n'ont pas une belle tête. Et donc, je crois que le panier vaut 10 €, alors que c'est entre 30 et 50 € ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, voilà, c'est plein de petites actions comme ça qu'on essaye de faire. Merci. Donc on voit bien que la RSE au sein de la DRH, c'est un signal assez fort. Il y a d'autres entreprises qui mettent la RSE au sein de la direction de la communication. Bon, là, c'est très humain pour le coup. Delphine, du coup, vous êtes donc directrice digitale de Jacadi. Jacadi a lancé une offre de seconde vie. Je vous propose d'expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment ça fonctionne cette seconde vie chez Jacadi, à la fois en magasin et puis sur la plateforme que vous avez développée.
Donc effectivement, le groupe ID-Kit a été assez précurseur dans le lancement de la seconde main, puisque dès 2015, côté Ocadi comme côté Jacadi, nous avions nos services ID-Troc, donc qui étaient 100% magasin, donc des ventes événementielles organisées en magasin 2 fois par an. Et puis, petit à petit, on a développé également ce service en ligne, sachant qu'il s'agissait vraiment de dépôt-vente, donc c'était vraiment du C2C. Autour des années 2020, on s'est dit que on voulait faire évoluer le service. Pourquoi ? Parce que il nous semblait manquer de valeur ajoutée de marque à faire un simple C2C avec un site qui ressemblait globalement à peu près à Le Bon Coin ou à Vinted. Donc on s'est posé la question quelle pouvait être réellement la valeur que la marque pouvait ajouter à ce service de seconde vie. Et donc, on a changé de business model et on est passé à la fois à un service qui a été réintégré dans la marque et qui s'appelle désormais Jacadi Seconde Vie. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a complètement changé le business model. On est passé donc d'un système de dépôt-vente à un système où on rachète les produits auprès des clients qui nous les déposent. Donc, on leur émet un bon d'achat Jacadi pour les rémunérer. Donc, dès qu'ils déposent, on les rémunère, on leur rachète les pièces selon un certain nombre de critères. Donc, c'est vraiment les produits de meilleure qualité que l'on reprend. Ensuite, ce que l'on fait, c'est que on s'est appuyé sur un partenaire qui s'appelle Smala, qui est un expert de la seconde vie et qui a une plateforme qui vend aussi des vêtements de seconde vie, qui nous rachète l'ensemble des pièces et qui nous gère en marque blanche notre site Jacadi Seconde Vie. Et donc ensuite on s'occupe nous de toute la promotion du site Jacadi Seconde Vie sur la partie online. Et ensuite on a également une partie offline puisque dans nos boutiques on a plusieurs modèles. Donc déjà toutes nos boutiques propose de reprendre, donc de faire un dépôt, les clients peuvent déposer en boutique. Et ensuite, on a également 3 boutiques qui ont des corners permanents de seconde main. Donc, situés à Paris, par exemple, à Vavin, à Versailles ou dans le nord à Arras. Et ensuite, on continue de faire également des ventes événementielles dans une trentaine de boutiques en France, donc 2 fois par saison. Voilà globalement comment ça fonctionne aujourd'hui. Et pour les acheteurs, du coup, ils viennent, que ce soit en magasin ou en ligne. En ligne, ils retrouvent une expérience globalement identique à celle de la première main. Et en termes d'organisation, vous avez une direction RSE transverse. C'est intéressant de le souligner. Oui, tout à fait. En fait, notre groupe ID-Kit a vraiment été créé à la base avec une volonté de pouvoir faire changer les choses et d'être très proactif sur la RSE. Donc, le groupe a été créé il y a plus de 20 ans avec cette ambition et notre étoile qui est We Act for Kids. C'est marrant l'anecdote, nos fondateurs disent toujours « Non mais nous, on ne fait pas de la RSE pour vendre des produits. Nous, en fait, on vend nos produits pour pouvoir générer des bénéfices et pouvoir alimenter notre fondation. Et donc, en fait, nous, on utilise plutôt la vente comme un moyen de faire avancer la RSE plutôt que l'inverse. Donc, c'est assez amusant. Et en fait, dans l'ADN du groupe, on est vraiment très ancré dessus et on en parle assez peu. C'est vrai qu'on n'était pas forcément très connus pour ça parce qu'on partait du principe, justement, comme c'était pas l'objectif de faire vendre, on n'en parlait pas plus que ça. Mais pour autant, ce que l'on fait au quotidien, c'est que on a un système qui s'appelle le triangle. Alors, je vais vous initier au triangle. On a beaucoup d'acronymes dans le groupe, mais le triangle est un de nos outils. En fait, on nous explique, quand on arrive, et même en entretien de recrutement, que dans le groupe, pour prendre nos décisions, on doit s'appuyer sur le triangle. Le triangle, c'est quoi ? Donc,
c'est un triangle avec 3 sommets. Donc en haut, il y a le bon, donc c'est notre mission We Act for Kids, la partie RSE. Ensuite, à droite du triangle, donc de ce côté-là, pour vous, on a toute la partie le bien. Donc le bien, c'est quoi? C'est la performance économique. Et on a l'autre base du triangle, donc à gauche pour moi, qui est le beau. Le beau, c'est toute la singularité de marque. Et donc, quand on choisit, quand on priorise, quand on prend des décisions, on doit toujours la relire au prisme du triangle, c'est-à-dire ça doit être à la fois bon, beau et bien. Et donc, c'est une fois qu'on coche l'ensemble de ces 3 cases-là, que l'on se dit, on peut y aller. Et donc, nous, la façon dont on est organisé au niveau RSE, on a une direction RSE au niveau groupe qui est avant tout là pour aider l'ensemble des marques à accélérer nos sujets RSE, parce que vraiment, la RSE est incarnée et portée par l'ensemble des collaborateurs de toutes les marques. Et c'était vraiment important pour nous de ne pas avoir que quelques personnes qui travaillent sur les RSE, c'est vraiment 100% des collaborateurs qui travaillent dessus. Et d'ailleurs, dans chacun de nos axes stratégiques de chaque année, on a un axe ou 2 autour de la RSE. Donc là, par exemple, cette année, on a un axe autour de l'élégance responsable, Jacadi, marque d'investissement et de patrimoine, et comment faire connaître à nos clients l'ensemble de nos actions. Et un deuxième axe qui est vraiment autour de l'humain, donc le collaborateur engagé et solidaire. Et donc, l'ensemble des collaborateurs œuvrent au sujet de la RSE. Et nous avons aussi, pour accélérer, des ambassadeurs de la RSE dans chacune des directions. Merci Delphine. Alors David, Day by Day, c'est le premier réseau d'épicerie pour faire ses courses en vrac avec des contenants consignés réemployables. Vous nous expliquerez un petit peu quels sont ces fameux produits, le vin, le fromage blanc, pour ma consommation personnelle. Chez Day by Day, vous n'utilisez pas le terme de RSE. Mais vous êtes une entreprise RSE native. C'est l'objet même de votre entreprise. Vous avez d'ailleurs récemment acquis le statut d'entreprise à mission. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment Day by Day est né et puis présenter les spécificités et l'originalité de ce concept, de ce modèle ? Alors je vais essayer de faire court parce que vous racontez 11 ans d'histoire en 3 minutes, c'est un défi. Ceci dit, pour reprendre quand même le point de démarrage de l'histoire, en fait, mon associé et moi, au cours d'un déjeuner, on s'est dit on va changer le monde. Voilà, ni plus ni moins. Il faut avoir des petits objectifs dans la vie. Donc changer le monde, ça signifiait quoi à notre niveau, sachant qu'on avait fait une petite carrière dans ou avec la distribution, puis dans le consulting. Et finalement, ce qu'on connaissait, c'était l'impact de la consommation du quotidien sur le bien commun, à savoir de générer effectivement une surconsommation, donc du gaspillage, et une production de déchets d'emballage, juste parce que j'aime bien faire le malin avec ça, mais ce qu'on produit en déchets d'emballage au niveau mondial, pour que vous ayez une jolie image en partant d'ici, c'est un Himalaya chaque année. Voilà ce qu'on produit en déchets d'emballage au niveau mondial, pour s'en rendre compte, chaque année, pas une fois, chaque année. Et le gaspillage alimentaire, c'est 1/3 de la production mondiale. Donc on peut mettre la tête dans le sable et dire c'est pas moi, c'est les autres. Un des grands classiques du consommateur, c'est pas moi, c'est les autres. Moi je fais bien, les autres font mal. Ou bien on se dit on va être un peu acteur du truc, donc on s'est dit on va lancer un projet qui devra se déployer à grande échelle, parce que si on fait ça dans notre rue, c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. On peut changer peut-être éventuellement 3 numéros dans la rue, mais pas le monde. Donc on a imaginé un projet qui puisse se déployer assez rapidement. Donc toute l'année 2012, puisque le point de départ c'est fin 2011, toute l'année 2012, on a travaillé sur un projet déployable, et comme on n'était pas milliardaire, et pas forcément dans le délire mégalomaniaque d'être propriétaire de plein de magasins, on est parti sur le format franchise. Donc on a écrit beaucoup de choses en amont. Avantage d'être un consultant, c'est que on vend pas grand-chose, généralement on vend de l'écrit et un peu de vent, donc on a écrit beaucoup de choses, on a essayé après de le mettre en œuvre. Pardon pour tous les consultants de la salle, mais je l'ai été pendant 10 ans, je peux me permettre de le dire. On a écrit quelque chose qu'on a souhaité être applicable, et en fait, immédiatement, on a écrit une charte des engagements.
Donc on n'avait même pas encore de magasin, on n'avait même pas d'offre, qu'on avait déjà une charte des engagements. Donc c'est pour ça qu'on se dit RSE native, parce que c'est dans le point de démarrage même de l'aventure. Avant même de se demander si ça va marcher, si ça va être rentable, on s'est dit que ça ne peut fonctionner que si on a des engagements forts, qu'ils sont écrits, diffusés, partagés, compris, relayés, etc., etc. Donc on a commencé dans notre premier magasin avec une charte de 7 engagements, où le premier, à titre d'exemple, puisqu'on promettait de ne faire que des produits en quantité à la demande et sans emballage superflu, bah, c'est dire qu'on ne vendra que des produits comme ça, quoi. Voilà, ça c'est le premier des engagements, pour pas tordre le concept dès la première minute en se disant finalement les sodas qui viennent des États-Unis, ça se vend bien, donc on va en vendre aussi. Bah non, parce que ça allait pas dans le concept. Et puis on s'est dit assez vite, bah, il faut aussi sourcer au plus près. Donc on s'est dit, il faudra que ça soit français aussi souvent que possible. Parce que c'est aussi ça qui nous caractérise, c'est qu'on essaye, pardon, j'allais dire mais non, on essaye de ne pas être donneur de leçons. On est une enseigne engagée, on n'est pas des militants, c'est pas notre travail. Nous, on est des commerçants, donc on est des commerçants engagés avec effectivement des croyances profondes et on essaye de s'y tenir, un peu à l'image du triangle. J'ai appris quelque chose, donc c'est chouette. On essaye de tenir un cap, et pour autant, on fait du commerce. Hein. Il faut que ça soit rentable, sinon c'est pas durable. Hein. Ça, c'est la base du truc. Donc, cette charte d'engagement, c'est bio aussi souvent que possible, mais c'est pas que bio. C'est de travailler dans des relations durables avec nos producteurs. Donc c'est de les connaître, c'est d'aller les voir, c'est d'essayer de déterminer dans leur production ce qui fait sens. Est-ce qu'on est sur un terroir de production? Est-ce qu'il y a des pratiques sans être forcément certifiées ou labellisées, mais qui sont des pratiques responsables? Ou est-ce qu'ils font n'importe quoi? Etc., etc. Donc ça s'est construit au fil du temps. Et ça nous a permis de passer de 50 références, les grands classiques que vous connaissez tous, en gros ce qu'on dit les graines et l'apéro, hein, le vrac est souvent qualifié comme ça, et c'est beaucoup plus riche que ça, mais on a démarré avec des graines et de l'apéro, voilà. Donc il y a un peu plus de 11 ans maintenant, et puis progressivement on a étoffé la gamme, on a dû innover, on a dû aller chercher des solutions technologiques. Parfois, on a dû se battre aussi contre les pouvoirs publics qui voulaient nous interdire il y a 2 ans la vente des produits ménagers qui représentent 15% de notre chiffre d'affaires. Il y a eu une lubie au mois de décembre 2022, un projet de décret visant à interdire la vente des produits ménagers en vrac. Alors que dans le même temps, il y a plein d'injonctions, générer moins de déchets, réemployer, etc. Et on doit faire face à ça tous les jours quand on est en une entreprise engagée. C'est qu'il y a des paradoxes d'injonctions, on va dire, réglementaires, parfois qui vont au-delà. J'ai entendu le terme un jour de protectique. On rentre dans un concept où il faut protéger tout le monde. Il ne faut surtout pas qu'il se passe quelque chose. Donc on surprotège, donc on crée des emballages, des conditions finalement qui participent à la destruction du bien commun. Donc on doit se battre contre ça et expliquer le bien fondé de notre démarche. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est une mission, c'est un combat, machin. Alors justement, parce que c'est une mission, en 2013, on crée l'entreprise et l'enseigne. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de label correspondant à ce qu'on avait envie de faire. Et c'est en 2020, dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, qui est apparu le terme de société à mission, qui est un engagement juridique, puisque société à mission, ça veut dire que dans les statuts juridiques de l'entreprise, dans l'identité de l'entreprise, on doit définir une raison d'être, on doit définir des objectifs statutaires, et après, il y a tout un tas de gouvernances qui se mettent en place avec un comité de mission, etc., etc. Donc, on a profité en fait d'une opération d'augmentation de capital qui s'est réalisée en décembre pour changer le nom de l'entreprise, pas de l'enseigne, c'est toujours des by day, mais il y a une entreprise derrière, et pour devenir société à émission, et ça a été traduit dans les faits le 23 février, effectivement, avec un nouveau cabis et une statut de société à mission. Merci David. Alors bien souvent, la RSE et l'expérience client, c'est des notions et des entités complètement séparées, silotées, distinctes. Et ce qui est intéressant avec vous trois, c'est que vous êtes des exemples où la RSE, elle fait partie de l'expérience client. Alors Jean-Jacques, une grande partie de vos clients, de vos collaborateurs sont tournés vers la RSE, et lors de la préparation de cette table ronde, vous avez prononcé le mot devoir. Vous dites que vous avez un devoir envers eux et que les clients vous choisissent pour votre cohérence. Alors je vous propose de développer ce point. Oui, parce que quand on vend des végétaux et qu'on a des clients face à nous qui ont cette appétence sur le végétal,
souvent, pas tout le temps, mais souvent, ils ont une vision RSE qui est quand même assez forte. Et donc, on ne peut pas vendre du végétal à des clients et pas être cohérent avec une vision RSE. Et donc, on a revu, par exemple, complètement notre raison d'être il y a maintenant une petite année, qui est faire découvrir les richesses et les joies de la nature pour contribuer à un monde meilleur. Alors, David, nous, on n'a pas la vocation à changer le monde, on veut juste y contribuer. Et c'est important, vous connaissez Pierre Rabhi racontait souvent cette histoire du petit colibri. Je ne sais pas si vous connaissez toujours il y a un gros incendie, tous les animaux sont complètement apeurés, et puis il y a le petit colibri qui va chercher 3 petites gouttes, et puis qui met 3 petites gouttes dans le feu, et puis je crois qu'il y a je ne sais plus c'est quoi comme animal, un tatou, je ne sais plus quoi, qui lui dit mais t'es dingue, tu fais quoi là? Il dit j'essaye d'éteindre le feu. Non mais tu vas pas y arriver, mais c'est pas grave, au moins j'aurais fait ma part. Voilà, j'aurais contribué à ça. C'est un peu ça qu'on essaye de faire. Donc voilà, c'est ça qui est important, et d'essayer d'être cohérent tout le long. Bon. Donc je ne sais pas si on y arrive toujours, mais en tout cas on essaye. Et de cette raison d'être, on est parti de là et on a fait une vision d'entreprise avec les 2800 collaborateurs. On a fait 1200 visites habitants. On a essayé de comprendre quels étaient les besoins de nos habitants. La RSE est revenue systématiquement. Dans quasiment 80% des visites que nous avons faites, la RSE revenait toujours. Et lorsqu'on a fait cette vision avec les collaborateurs d'eux-mêmes ont été très exigeants avec l'entreprise autour des problématiques RSE. Et donc, dès cette année, on a pris un thème qui est sorti de cette vision, qui est comment on peut aider les clients autour de la gestion de l'eau. Vous le savez, on vit des périodes caniculaires qui sont très importantes, et souvent, plantes, potagers et eau, ça ne fait pas super bon ménage tout ça. Et donc il faut qu'on apprenne à nos clients à entretenir des végétaux tout en économisant un maximum d'eau. Et donc tous les mois, on a un rendez-vous avec eux où on leur apprend des gestes, des trucs, des astuces, justement pour y arriver. Voilà. Merci. Alors Delphine, quels sont les retours de vos clients en termes d'expérience vécue avec la seconde vie ? Alors, en termes de retour, nos clients sont très friands de la seconde vie. Ils nous en parlent régulièrement. Beaucoup ne sont pas encore au courant. Donc on travaille justement sur la médiatisation de ce service. Mais en fait, dès qu'ils savent qu'on propose un service de seconde vie, ils adhèrent tout de suite. Dans les retours, ce que l'on voit, c'est que dans l'expérience d'achat, ils sont très bons, ils sont contents, c'est simple, c'est rapide, ils passent commande, ils ajoutent au panier leur article, ils se font livrer sous 48 heures, donc ils sont vraiment ravis. Là où on doit travailler vraiment sur la partie expérience client, c'est plutôt sur la partie dépôt. C'est pas un élément simple à intégrer dans l'expérience client, l'ensemble du parcours, parce que le fait de notre structuration de retail, de vendre des produits neufs, n'intègre pas spontanément toute la chaîne pour récupérer les articles de seconde vie, les traiter et les revendre. Et donc je vous donne une anecdote par exemple de parcours qui est aujourd'hui encore des irritants sur lesquels on veut travailler. Donc on fait la promesse au client de reprendre ces articles de seconde vie. Donc on a des clients qui arrivent avec 2 valises au milieu de nos boutiques Jacadi. Donc qui sont froissés, pliés, sales pour certains ou autres. Et donc on doit réussir à proposer une expérience cliente satisfaisante à ces clients. Aujourd'hui, la façon dont ça se passe, c'est qu'on est obligé de dire aux clients, écoutez, il y a trop d'articles par rapport pour pouvoir vous les traiter immédiatement dans la surface de vente. Donc on va les traiter sous 48 heures et on vous rappelle. Donc là déjà, première frustration du client de devoir attendre.
répondre. Et ensuite, on a des critères assez stricts de reprise. Et donc, deuxième frustration aujourd'hui identifiée du client, c'est que on a 8 articles sur 10 où on leur dit malheureusement on ne peut pas reprendre ces articles-là. Donc, on sent encore des points de friction dans l'expérience client. C'est un travail assez complexe parce que on veut vraiment réussir à proposer une expérience client qui soit à la hauteur de l'image de Jacadi, donc une expérience client premium et prestige, sur des produits qui ont une valeur intrinsèque moins importante que des produits neufs, et sur un parcours et un univers en magasin qui est tout petit. Nous, nos boutiques Jacadi, elles font en moyenne 75 mètres carrés. Donc dans 75 mètres carrés, avec des toutes petites réserves, il faut qu'on arrive à réussir à proposer une expérience client satisfaisante, mais qui n'entrave pas l'expérience non plus du client d'à côté qui est aussi là, qui est venu pour acheter du neuf. Et donc c'est tout cet enjeu-là sur lequel on doit travailler. Merci. Alors, suite à une enquête réalisée récemment par Thierry Spencer pour le Salon et auprès de 330 professionnels, vous avez d'ailleurs peut-être participé dans la salle, 83% des répondants considèrent la RSE ESG comme une source de différenciation aux yeux de leurs clients. David, je vous laisse réagir à ces résultats, sachant que vous avez une consommation responsable, enfin, vous faites la promotion d'une consommation responsable pour tous, partout pour tout le monde. Vous avez 17 engagements qui se traduisent dans un programme que vous présentez sur votre site. Je vous laisse réagir par rapport à tout ce que vous faites vis-à-vis des franchisés, de vos clients. Oui, alors effectivement, est-ce que c'est un facteur de différenciation d'avoir des engagements RSE? En fait, pour nous, la question ne se pose pas, puisque de toute façon, nous sommes une enseigne engagée. Donc, on n'a pas à se poser cette question. En revanche, ce qui est très important, c'est d'incarner le projet dans chacune de nos actions, dans chacune de nos prises de parole, etc., etc. Donc, il a déjà fallu définir un socle de valeurs que nous partagions en interne, également en externe avec nos franchisés, de telle manière à ce que la proposition de l'enseigne Day by Day en amont soit incarnée, interprétée, acceptée par le consommateur. Et évidemment, dans des périodes où RSE peut vouloir dire aussi greenwashing, l'engagement, il est dans chaque chose. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on avait démarré avec pas de magasin, mais une charte de 7 engagements. Et on est aujourd'hui effectivement à 17 engagements parce qu'on a affiné au fur et à mesure du temps. On a développé des outils et des propositions qui a abouti d'ailleurs au lancement en septembre 2022 d'une nouvelle plateforme de marque, on va l'appeler comme ça, c'est un peu pompeux, mais enfin bon, c'est le terme technique. Je pense ne choquer personne en utilisant des termes techniques, mais plateforme de marque autour de ce qu'on a appelé le vrai pouvoir d'achat. Une enseigne bien connue avec un troublion qu'on aime bien inviter sur les plateaux quand on veut que ça gueule un peu, quand on parle de distribution, s'est approprié depuis 30 ans le terme de pouvoir d'achat. Vous voyez de qui je parle, non ? Une toute petite enseigne, un poil leader en ce moment, mais et on s'est dit, mais bon sang, le pouvoir d'achat, d'abord, ça appartient à tout le monde, et puis on n'a pas vraiment de définition. C'est quoi le pouvoir d'achat? Donc nous, du haut de nos 1m12, on s'est dit, on va tenter un truc à notre tour. On va dire, le vrai pouvoir d'achat, c'est pas que la problématique du prix. En tout cas, tel qu'on le perçoit nous. Donc c'est d'abord d'avoir la pleine connaissance de ce qu'on achète. Et s'il y a aujourd'hui une forme de désengagement, notamment vis-à-vis des produits certifiés, c'est que ça n'a pas toujours été très très clair ce qu'il y avait derrière un label, une certification, etc. Donc il y a des obligations réglementaires, il faut faire apparaître sur les produits les valeurs nutritionnelles, la présence des allergènes, etc., les origines. Nous, on a essayé d'aller encore plus loin, et c'est un vrai défi parce que quand on vend en vrac, il n'y a plus de packaging. Or, c'est sur le packaging, généralement, qu'on a toutes ces infos. Donc, vous voyez, le truc un peu tordu, on retire le packaging, mais il faut quand même donner les infos. Donc, on a
au fur et à mesure du temps, peaufiner une méthode d'information du consommateur dans le point de vente à travers un étiquetage, donc on appelle ça l'étiquette INCO pour information du consommateur, c'est un terme d'ailleurs européen, INCO, et donc sur une petite étiquette qui fait 10 par 10, on essaie de donner plus d'informations que l'obligation réglementaire, c'est-à-dire le nom du producteur, si on en a la place, un peu de son expérience, mais on va aussi donner des conseils d'usage, etc., etc. Donc c'est un vrai défi sur le plan de l'information client. Tout ça, en plus, c'est centralisé dans une base qui met à jour l'étiquette, etc., etc. Chaque changement de formulation de producteur, etc., etc. Enfin bon. Et puis, en se disant, ça, on va aller encore plus loin. On va indiquer, et ça, encore une fois, c'est de l'innovation, c'est valable à notre niveau, mais on en est fiers quand même. On a créé un truc qui s'appelle l'indice de réduction des emballages. Et donc, on a fait tout un travail avec nos fournisseurs pour arriver à évaluer ce qu'on économise en poids d'emballage quand on achète ce produit-là en vrac versus son équivalent préemballé. Vous me suivez? Parce que généralement, nos fournisseurs vendent les produits en grand contenant pour des gens comme nous, mais aussi en format classique de 150 grammes, 500 grammes. Donc on leur demande de nous donner le poids d'emballage quand ils vendent sur leur standard, et nous on regarde par rapport au tonnage vendu ce qu'on aura économisé. Et donc un des engagements aujourd'hui, ou une des réalisations plus qu'un engagement, c'est qu'on réduit aujourd'hui de 68% le poids d'emballage. Donc pour rappeler mon Himalaya, on change peut-être pas encore le monde, mais en tout cas on apporte notre contribution de Colibri sur la réduction des emballages. Donc juste pour aller vite sur les autres effets du vrai pouvoir d'achat, donc c'est la pleine connaissance de l'origine du produit et donc de son histoire, mais c'est aussi d'avoir la liberté de la quantité, la pleine liberté de la quantité. Parce que ça, c'est l'effet auquel on ne pense pas toujours quand on pense vrac, c'est que ça permet de mobiliser moins d'argent. Quand vous avez besoin de 30 grammes de farine de châtaigne parce que vous avez envie de faire des crêpes un peu avec un goût différent, vous achetez 30 grammes, pas 500 grammes comme on vous l'impose avec le prédosé, préemballé. Donc c'est aussi ça la liberté. Et donc ça a un effet économique. Donc c'est une arme anti-inflation, je le dis au passage. Et puis le troisième effet, ou en tout cas le troisième engagement du vrai pouvoir d'achat, c'est justement d'avoir la pleine conscience de ses impacts. Évidemment, par l'origine distance, mais comme je le disais, sur l'effet emballage. Et donc, on a des petites planètes qui matérialisent de 1 à 5 planètes. Quand on est à une planète, on économise assez peu d'emballage et on arrive à des produits. Et c'est à peu près aujourd'hui les 2/3 de nos produits qui sont entre 4 et 5 planètes, c'est-à-dire entre moins 60 et moins 100%, parce qu'il y a des produits sur lesquels on n'a plus du tout d'emballage. Et ça, on en est assez fiers. Je pense par exemple à des produits auxquels vous avez pensé pas naturellement. Ça va être par exemple du dentifrice. On vend du dentifrice solide, il n'y a plus de tubes, et dans un petit galet, on a l'équivalent de 3 tubes. Donc on évite 3 tubes, et il n'y a plus du tout d'emballage en fait. Merci. Alors Jean-Jacques, comment vous embarquez les collaborateurs sur la notion de RSE et d'expérience client? Je sais que vous faites beaucoup de co-construction, de formation, puis vous avez une initiative que j'aimerais que vous développiez, les chantiers nature, si c'est possible de nous en parler en une minute. Alors on va faire que les chantiers nature. Ouais, les chantiers nature, on a voulu plutôt que d'être uniquement sur des visions très très hautes de la RSE, c'est rendre les choses très pragmatiques. Et donc chaque collaborateur, de manière volontaire, uniquement sur la base du volontariat, va faire un chantier nature. Alors ça va des choses très simples, aller planter des arbustes, à des choses un peu plus importantes. Il y a des forêts qui ont brûlé dans le sud de la France et on va replanter des arbres là où les forêts ont brûlé. Et puis des choses très émotionnelles, moi je les ai vécues, donc on est, d'où le petit badge, partenaire de l'Institut Curie depuis maintenant 20 ans sur Une jonquille pour la vie. On a refait toute la terrasse de l'Institut Curie où les enfants atteints d'un cancer peuvent aller se relaxer, manger des petites fraises qui viennent de pousser. Et donc ça, ce sont nos collaborateurs qui vont directement faire ces chantiers-là où on va mettre dans des hôpitaux de malades d'Alzheimer des plantes aromatiques pour les aider à ressentir les odeurs qu'ils avaient dans leur jeunesse, ou encore dans des établissements où il y a des enfants suicidaires. Donc c'est pas très gai ce que je vous raconte là, mais on crée des jardins avec eux
pour les aider à se reconstruire. Ça les apaise. Ça fait baisser la pression, parce que les enfants suicidaires, c'est un problème souvent de pression qui monte trop haut. Donc ça les aide à baisser la pression et vraiment à se reconstruire. Et quand nos collaborateurs participent à ce genre d'événements, bah là pour le coup, c'est le cœur et les tripes. Hein. On n'est plus du tout côté tête là. Hein. Merci. Delphine, quand vous recrutez des nouveaux candidats, au niveau du recrutement, de la journée d'intégration, de la formation, du coup, vous parlez de vos valeurs, de votre raison d'être. Et est-ce que vous pouvez nous partager une initiative, peut-être le programme ambassadeur, ou pareil, rapidement, en 1 minute? Oui, tout à fait. Alors, peut-être, donc, programme ambassadeur et formation. C'est vrai que quand les collaborateurs intègrent le groupe, tous les collaborateurs participent à une journée d'intégration qui leur explique l'ensemble de nos valeurs, l'ensemble de nos acronymes et le triangle, bien sûr. Et également, les managers ont des formations spécifiques de management autour de manager par les forces, le management par les émotions, être bienveillant vis-à-vis des collaborateurs. Et c'est extrêmement important et ça permet tout de suite d'incarner les valeurs du groupe dès l'arrivée dans le groupe. Et ensuite, effectivement, dans notre programme d'ambassadeurs, donc pareil, sur la base du volontariat, l'équipe RSE a recruté une armée d'ambassadeurs pour travailler sur un certain nombre de sujets, diffuser les informations auprès de l'ensemble des collaborateurs, notamment toutes les initiatives qui sont faites au niveau de notre fonds d'action, et également de pouvoir remonter des suggestions et des initiatives. Et ce programme d'ambassadeurs, dont d'ailleurs je fais partie également, nous avons vraiment travaillé sur la feuille de route à 5 ans sur le groupe, en construisant des chantiers et quels étaient pour nous les chantiers prioritaires pour le groupe et pour les marques, pour pouvoir vraiment se réapproprier cette notion de RSE au sein d'ID Kids et de Jacadi. Merci. Alors David, ce qui est original, c'est que vous avez réuni des gens qui avaient déjà une vision engagée, qui étaient déjà des consommateurs de solutions à moindre impact, qui n'étaient pas forcément des commerçants. Hein, vos franchisés, ils ont vraiment une façon de voir le monde différemment. Et comment vous faites pour qu'ils puissent incarner les 6 valeurs que vous portez? Comment ça se passe en termes de formation? Parce que moi, je le vérifie chaque semaine quand je vais voir Nicolas et Pachoka. Voilà, ils sont accueillants, souriants, humains. Enfin voilà, et je me disais, mais est-ce qu'ils ont été formés? Est-ce qu'ils sont naturellement gentils comme ça, sympathiques? Comment vous faites? Brièvement, parce que je voudrais qu'on ait le temps d'avoir du temps pour les questions du public. Les questions sont nombreuses. Merci. Alors, par quel bout commencer si on veut faire court? Effectivement, il y a une raison d'être de l'entreprise qui est de réduire les impacts de la consommation sur le bien commun. Ça passe par l'embarquement d'abord des individus et effectivement, dans nos critères de sélection de nos franchisés, la sensibilité, on va dire, à l'impact de la consommation sur le quotidien va être un élément essentiel du recrutement des candidats à la franchise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons inscrit dans nos objectifs statutaires en tant que société à mission, et c'est notre troisième objectif, attirer, recruter, développer les talents, que ce soit pour l'interne ou pour l'externe. Donc ça s'appuie sur, là aussi, un engagement. L'engagement pour l'externe, c'est promouvoir la consommation responsable pour tous. Mais en interne, il y a aussi un projet d'engagement qui est de bâtir ensemble une société terre des possibles où l'épanouissement professionnel est accessible à tous. Donc on l'a écrit sur le mur pour jamais oublier que tout ce qu'on fait à la manière du triangle doit passer à travers ce filtre-là. Donc ça veut dire effectivement passer du temps dans le programme d'intégration pour faire comprendre la mission, mais aussi expliquer les valeurs en profondeur avec nos définitions de ces 6 valeurs. C'est pas juste les valeurs telles qu'elles sont décrites dans le Larousse, c'est comment nous on les incarne, comment on les interprète, comment on les incarne, et surtout comment on les fait vivre au quotidien. Et aussi bien pour nos collaborateurs que nos franchisés, parce que nos franchisés sont évidemment des commerçants indépendants qui gèrent leur propre entreprise, mais ils sont le relais du projet. Et pour nous, ce sont des talents au même titre que les gens qu'on va recruter comme salariés. Donc c'est un véritable enjeu, et je dirais que c'est peut-être aujourd'hui, après 30 ans de commerce, ce qui m'intéresse le plus, à titre personnel. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin de nos échanges. Jean-Jacques, quels sont vos prochains sujets, prochaines préoccupations?
Les prochaines préoccupations, elles sont nombreuses. D'abord, c'est de mettre en œuvre tout ce que je vous ai raconté. C'est-à-dire qu'on a écrit une vision. Maintenant, il faut l'exécuter. Donc, ça va nous amener jusqu'en 2030. En essayant maintenant de passer, je dirais, à ce que nos clients aujourd'hui, qui sont plutôt fidèles, par la RSE et par nos engagements, soit maintenant dans une préférence plutôt qu'une fidélité. Et pourquoi pas même s'engager avec nous. Donc on aimerait bien recruter une vraie communauté autour de notre marque. Et c'est certainement la chose la plus compliquée à construire. Puis j'ai en tête aussi que vous allez tester de la seconde main, de la location aussi Oui, on teste déjà la seconde main, mais pas à la mesure de Jacques a dit. Donc on fait la seconde main, on fait de la location, on fait du vrac également. Donc on fait un petit peu tout ça, mais sauf que c'est les balbutiements pour le moment. D'accord. Delphine, même question. Alors, nous, dans nos prochains sujets, donc lever les derniers irritants vis-à-vis des clients, comme je vous en ai parlé, sur les critères, sur l'expérience d'accueil du dépôt. Nos autres sujets aussi, c'est de comment démultiplier en boutique la partie seconde vie, notamment sur la vente. C'est monter le son sur le service qui est aujourd'hui pas assez connu, et vraiment de pouvoir travailler une économie circulaire, pas juste sur une brique de la seconde vie, mais vraiment de la conception à l'utilisation, au rachat, à la revente, jusqu'à la fin de vie du produit, au recyclage, pouvoir réinjecter des produits que l'on aurait récupérés qui sont vraiment en fin de vie, même en très mauvais état, pour pouvoir en refaire de la matière première, pour pouvoir réalimenter cette économie circulaire. Et le dernier sujet, ce sera l'international pour pouvoir développer le business model sur l'international, parce qu'aujourd'hui, on est que sur la France. Merci. Alors David, comment rester fidèle à votre promesse tout en développant votre modèle, démocratisant le vrac ? En fait, ce projet, c'est un défi depuis la première seconde. Et là, on en a un nouveau auquel on doit faire face. C'est que après, on va dire, 6 années, même 7 années de croissance assez spectaculaire, en partant de rien, mais avec une vraie accélération à partir de 2018, la filière bio et vrac, même si on ne se qualifie pas de bio, mais on rencontre exactement le même problème, a furieusement décroché au milieu de l'année 2021. Avec très clairement des arbitrages qui sont défavorables en fait à la consommation responsable. Et une fois de plus, on est dans le paradoxe du consommateur, parce que quand on l'interroge, évidemment, il veut moins de déchets, moins d'emballage, plus de local, mais il va quand même dans l'enseigne dont on parlait tout à l'heure, qui s'en fout un peu, soyons clairs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. La deuxième, l'immigration. La troisième, l'environnement. Et encore une fois, je pense qu'on dit environnement pour se donner bonne conscience, parce que la réalité, elle n'est pas forcément là. Donc le défi pour une enseigne comme nous, c'est d'arriver à maintenir le cap, après un décrochage assez furieux. Nous, on est très transparents. On a eu beaucoup de fermetures de magasins, comme nos collègues de la bio. Plus de 550 magasins bio ont fermé sur les 18 derniers mois. Donc, c'est assez catastrophique. Donc, il faut réenchanter l'expérience, montrer que le vrac et le réemploi plus largement sont des solutions simples, économiques, et pas forcément aussi chiante que ça à mettre en place dans ses habitudes du quotidien. Et avec ça, on a 3 € pour le dire haut et fort, quand les enseignes dont on parle tout à l'heure dépensent plusieurs centaines de millions d'euros pour dire, regardez, chez moi, le soda est moins cher, le beurre est moins cher, et puis évidemment, c'est Lactalis, Coca qui sont des méchants, etc., etc. Donc c'est assez compliqué, mais c'est passionnant et on lâche pas l'affaire. Merci David. Alors avant de passer à vos questions, je vous propose qu'on applaudisse nos 3 invités, Jean-Jacques Benamou, Delphine Audibert et David Sutra. Et nous avons des questions du public. Alors, on a plusieurs questions autour de la mesure de vos actions sur le chiffre d'affaires, sur la satisfaction client. Est-ce que vous arrivez à mesurer si toutes vos actions, RSE, expérience client, elles sont viables, elles ont un impact positif sur le business ou sur des indicateurs clients ?
Peut-être Jean-Jacques ? Oui, alors via la satisfaction client déjà, on a un baromètre de satisfaction client, on interroge nos clients régulièrement et c'est là-dessus qu'on essaye de mesurer vraiment au plus qu'il est si on est en droite ligne de nos engagements. Voilà. Nous, de notre côté, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des remontées clients, des remontées terrain sur la satisfaction client. Donc, c'était plutôt d'un point de vue un peu empirique jusqu'à présent. Et là, on est en train de mettre en place un questionnaire spécifique sur l'expérience de dépôt en magasin, en ligne et l'achat en magasin et en ligne pour pouvoir vraiment avoir la mesure quantitative du niveau de satisfaction client et du niveau d'évolution de la satisfaction client au fur et à mesure de nos avancées. Et après, sur la partie chiffre d'affaires, effectivement, on le mesure assez facilement. Aujourd'hui, ça représente moins de 1% du chiffre d'affaires global de l'enseigne et on ambitionne que d'ici à 5 ans, ça représente environ toute la partie économie circulaire, donc en y englobant également potentiellement de la location et d'autres du coup services autour de l'économie circulaire, environ 20% de notre activité. Et donc voilà, on a un vrai challenge pour faire changer notre business model et le faire évoluer vers un business model vraiment où le neuf n'est plus le principal source de revenus et qu'on switch au fur et à mesure sur un business model beaucoup plus circulaire. Merci. David ? A priori, notre proposition pour ceux qui nous connaissent est comprise et appréciée, puisque en 2023, on a obtenu le prix de la satisfaction client dans notre verticale qui comprend les produits bio, les produits frais et les produits responsables au sens large, devant des enseignes bien plus connues que nous. Donc a priori, ça fonctionne plutôt bien. Et 25% du recrutement de nos nouveaux clients, basé sur des statistiques de nos remontées de caisse, 25% des clients qui nous découvrent viennent du fait du bouche à oreille. Donc on a le sentiment quand même que ce que l'on dit avec notre toute petite voix est quand même entendu et compris et apprécié. Et je vois aussi par rapport à notre taux d'ouverture sur nos lettres d'information, on a à peu près 150 000 abonnés, on a un taux d'ouverture qui est supérieur à 40%, donc ce qui veut dire qu'à priori, quand on prend la parole auprès de notre communauté, il y a un intérêt. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire, mais bon, c'est déjà pas mal, quoi. Puis vous avez aussi un autre point commun, tous les trois, c'est l'attractivité que vous générez auprès des candidats, auprès des collaborateurs. Jean-Jacques, vous me racontiez une anecdote d'une candidate pour travailler sur le CRM. Oui, c'est assez amusant. On a recruté une fille qui pour le CRM qui travaillait dans une agence. Et c'est elle qui a postulé alors qu'elle savait que le salaire qu'elle allait avoir chez nous allait être entre 10 et 15% plus faible que ce qu'elle touchait aujourd'hui. Et quand je lui dis « mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes là », elle me dit « c'est assez simple, aujourd'hui dans l'agence pour laquelle je travaille, tous les clients sont des clients type Total ». Alors je ne sais pas s'il y a des gens de Total dans la salle, je suis désolé. Et elle dit « moi je ne me retrouve pas dans ces valeurs-là. Et je postule chez Truffaut pour les valeurs que Truffaut défend. Et donc, elle est venue, elle est chez nous, on est super content qu'elle soit là d'ailleurs, hein, parce que Truffaut, vraiment, ça l'intéressait. C'est les engagements de Truffaut qui l'ont fait venir. Et puis aussi, un truc qui est amusant, c'est je venais quand j'étais jeune avec ma maman et mon papa pour faire des courses au Truffaut de Servon. Donc voilà, bon, c'était très amusant. On sent quand même que cette nouvelle génération, on arrivera aussi à la capter par ces engagements-là, c'est évident. Et David aussi, vous avez une anecdote sur le nombre de candidatures spontanées que vous recevez sans faire de pub, sans passer d'annonce. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu fou. Moi, j'ai jamais vu ça en 30 ans d'expérience. On est monté à plus de 1800 candidatures spontanées à la franchise en étant finalement absolument pas connus. Simplement parce que effectivement, on essaie de prendre la parole à travers les médias pour faire la promotion en fait du vrac avant de faire la promotion de notre enseigne. Et je pense que ça crée peut-être
on va pas aller jusqu'à des vocations, mais en tout cas des envies de participer et d'être soi-même un colibri. Et c'est vrai que quand j'en parle avec des camarades qui font de la franchise, souvent ils me disent mais 1800, tu fais le salon de la franchise, tout ça. Bah non, on fait aucun salon, on fait pas de pub là-dessus spécifiquement. Et effectivement, il semblerait que attirer des talents, ben ça fonctionne, donc c'est plutôt chouette. Un grand merci à tous les trois pour votre partage, pour vos bonnes pratiques, vos actions qui contribuent à rendre le monde meilleur. Je vous souhaite de très bonnes courses responsables chez Day by Day, Jacadi et Truffaut. Personnellement, je serai encore une cliente très fière de faire mes courses dans ces 3 enseignes. Et je vous souhaite un très bon salon. Bonne journée. Merci Florence.